Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à votre congrès pour vous parler de la place des proches dans le projet de soins d'un patient cérébro-lésé. Donc moi je suis médecin de MPR au CHU, voilà mes conflits d'intérêts. Les lésions cérébrales acquises sont source d'un handicap sévère, et si on regarde ce graphique issu d'une publication de 2020 qui montre le fardeau global des maladies neurologiques, on voit que l'AVC représente la majeure partie, les traumatisés crâniens environ 5 à 10%, les infections 10% à l'échelle mondiale, un peu moins dans les pays industrialisés, mais globalement plus de la moitié du handicap neurologique est représentée par les lésions cérébrales acquises, et environ 10 à 15% des traumatisés crâniens, 15 à 20% des AVC vont nécessiter une admission en réanimation. Ce sont les patients que vous voyez et qui vont entrer dans un certain degré de handicap avec des problématiques de parcours de soins, d'autonomie et d'inclusion à long terme. Ces patients vont recevoir des soins qu'on peut dire comme des soins étant formels, c'est-à-dire prodigués par des professionnels médicaux et paramédicaux, mais ils vont aussi recevoir une grande quantité de soins informels par leurs proches, qui sont alors les proches définis comme toute personne de l'environnement du patient qui va s'occuper volontairement de son bien-être. Ça peut être des soins personnels, une aide de présence, une aide financière, c'est comme ça que c'est défini. Et ces proches, ils sont quasi... Alors, quand on regarde les données de la littérature sur qui sont les proches, on a à peu près le même constat, hein, c'est quasi exclusivement des membres de la famille. Ça ressortait bien dans l'étude d'Éléonore Bayen là, sur la série Paris TBI. Il y avait 97% des proches, donc de ces soignants informels, qui étaient des membres de la famille. Et dans les différentes séries, c'est très largement des femmes, 70 à 80%, plutôt d'âge moyen, épouses ou mères, avec des patients qui sont, pour les traumatisés crâniens, plutôt des hommes jeunes, un peu plus âgés dans l'AVC. Alors on sait que la présence de proches auprès de nos patients cérébro-lésés est bénéfique pour le cerveau. Les premières preuves de ça, c'est des preuves sur ce qu'on appelle les environnements enrichis, hein, sur des modèles animaux. C'est les travaux de Marianne Diamond, notamment dans les années 60, qui a parfaitement démontré que un rat isolé comparé à des rats qui sont dans des cages avec d'autres rats stimulés, avec plein de jouets dans leur cage, eh bien, vont avoir, quand on dissèque leur cerveau, une plasticité cérébrale plus grande, une épaisseur du cortex plus épaisse, plus de connexion. Et quand on va induire expérimentalement une lésion cérébrale chez un rat, si on isole le rat ou si on le met en milieu enrichi, eh bien, les rats isolés vont avoir une taille d'infarctus plus grande, une survie moins bonne. Et donc ces expérimentations sur les modèles animaux ont été les premières preuves de la plasticité cérébrale et ont ouvert la voie à de nombreuses recherches après qui ont montré que les interactions sociales influençaient nettement la plasticité cérébrale. Quand on regarde les patients cérébro-lésés, eh bien, en effet, l'étayage social et familial améliore leur pronostic. Là, sur le graphique de droite, c'est une étude un peu ancienne, mais que je trouve intéressante. Ils ont étudié la quantité de soutien familial reçu pour des patients post-AVC. Donc, les traits avec des ronds, ce sont les patients qui reçoivent une bonne quantité de soutien familial. Ceux avec les carrés, c'est ceux qui sont moins entourés, moins de soutien familial. Et en ordonnée, vous avez le niveau de sévérité des malades. Et en fait, pour les malades peu handicapés, le soutien familial apporte un bénéfice, la courbe est au-dessus, mais on voit que c'est surtout pour les patients les plus sévères qu'il y a une franche différence dans le pronostic quand un entourage est présent. Autre étude que j'ai trouvée intéressante pour étayer ce constat, c'est cette étude de suivi de traumatisés crâniens pédiatriques.
avec des enfants qui étaient suivis 2 ans après leur traumatisme crânien. Et en fait, le seul facteur qui corrélait avec le pronostic fonctionnel de ces enfants, c'était la santé mentale de leurs proches et le fonctionnement de la famille avec des scores d'évaluation de la qualité de l'entourage familial. C'était cet entourage familial qui faisait le pronostic à 2 ans, la sévérité initiale, l'imagerie ne corrélait pas avec le devenir. C'était vraiment l'entourage de ces patients qui faisait le pronostic. Donc on a beaucoup de données en neurosciences qui montrent que l'isolement va entraîner de moins bonnes performances cognitives, un déclin cognitif plus rapide. Il y a un impact sur les fonctions exécutives, sur les troubles sur la thymie également. Donc il y a beaucoup de données et on est convaincu de l'importance de l'enrichissement social. Donc l'objectif clinique, ça va être d'essayer de traduire ces résultats en stratégie d'intervention pour améliorer le pronostic et la qualité de vie de nos patients cérébrolésés. Donc le parcours de soins de ces malades, vous le connaissez, avec un traumatisme cérébral, une phase de coma, d'éveil, avec une grande incertitude au début, puis la récupération et des mécanismes de plasticité cérébrale qui vont se mettre en jeu avec... Au début, on va en parler, la place des stimulations sensorielles, et peut-être c'est là aussi où les proches peuvent participer, on va le voir ensuite. Puis au cours de la récupération, bien sûr, l'implication des proches dans le parcours de rééducation et de récupération de ces malades et l'annonce, comment on va accompagner progressivement l'annonce du handicap auprès des proches et les soutenir à long terme. L'implication des proches et leur place pour la prise de décision médicale pour les patients cérébrolésés, elle va inévitablement être croissante. À la phase initiale, au moment du traumatisme, c'est l'enjeu vital, c'est la réanimation que vous connaissez mieux que moi et probablement des proches qui sont dans un état de choc émotionnel. Et j'imagine que lorsqu'on est réanimateur et qu'on a affaire à une embolie pulmonaire, une infection, on sait ce qu'on a à faire pour traiter le patient, mettre en place notre soin sans avoir besoin de l'avis forcément du proche du patient. On peut dérouler notre prise en charge. Mais pour moi, médecin de médecine physique et de réadaptation, quand je vois cette même patiente traumatisée crânien 6 mois après, 1 an après, en consultation avec son mari, elle est hémiplégique droite avec des rétractions, elle est aphasique et elle vient parce qu'elle se plaint de la déformation de son bras. L'objectif de soins est beaucoup moins manifeste et on va beaucoup s'appuyer sur la discussion, la prise en compte de l'avis des proches pour savoir quel va être le meilleur traitement, la meilleure stratégie pour améliorer sa qualité de vie. Est-ce que c'est ce flessum de coude qu'il va falloir traiter parce que être comme ça fait trop handicapé et ça a un impact sur ses relations sociales, ou oui, peut-être ça peut être ça, ou non, parce que d'avoir le bras comme ça lui permet de tenir son sac et ça, elle préfère. Donc il n'y a pas de protocole identique pour chaque patient et on va devoir impliquer les proches dans les décisions médicales. Donc je voulais parler un petit peu de ça avec vous parce qu'il me semble qu'un point important de la place qu'on va donner aux proches chez ces patients cérébrolésés qu'on va avoir dans les services de MPR, c'est aussi de les acculturer progressivement à cette approche fonctionnelle. On travaille beaucoup avec le modèle de la CIF, de la classification internationale du fonctionnement, et introduire, faire comprendre aux proches des patients cette notion de plasticité cérébrale. Donc on va d'abord travailler sur les déficiences, bien sûr, et qu'on va se battre pour l'hypothèse la plus favorable, mais que notre objectif, in fine, ce sont les activités, ce sont les participations des patients. Et il va falloir prendre en compte l'environnement, les facteurs environnementaux, les facteurs personnels du patient pour non pas considérer uniquement les déficiences, mais aller vers plus de participation au final. C'est ça notre objectif. Alors, comment est-ce qu'on va concrètement pouvoir impliquer les proches pour favoriser la récupération de nos patients ?
À la phase initiale et dans le post-réa précoce, on va dire, on utilise beaucoup les stimulations sensorielles pour favoriser l'éveil. Je vous ai mis ici une photo du dispositif Snozelen qu'on a dans le service, qui est une des possibilités, mais il en existe plein. Hein. Donc les stimulations sensorielles, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de faire des stimulations visuelles, auditives, tactiles, olfactives, toutes modalités sensorielles, afin de stimuler la plasticité cérébrale des patients. Ça a été bien démontré que ça favorisait l'éveil, mais ça semble plus efficace si elles sont débutées tôt et si elles sont personnalisées, avec quelques études qui montrent que l'implication des familles et des proches dans ces stimulations sensorielles aurait peut-être un intérêt. Première étude que je voulais vous présenter, une étude sur les stimulations sensorielles où ils ont appliqué un protocole sur 26 patients, des patients végétatifs non répondants et des patients conscience minimale, posture rationnelle, avec des stimuli qui étaient familiaux si possible, c'est-à-dire que si les familles s'impliquaient et que à ce moment-là la stimulation visuelle pouvait être quelque chose qui émanait de l'environnement familial ou la musique préférée, le goût préféré, eh bien tant mieux, sinon c'était des stimuli standardisés. 20 minutes d'intervention par session, 3 jours par semaine pendant 4 semaines, et il y avait un éveil pendant les phases d'intervention qui était évaluée par l'échelle CRS comme un recovery score que vous connaissez, je pense, qui était améliorée dans le groupe état de conscience minimal uniquement, hein, pas sur les patients en éveil non répondant. Donc il discutait que effectivement, quand les familles s'impliquent, ça semblait être susceptible d'améliorer un petit peu le niveau de conscience. Une étude également sur les interventions en musicothérapie, donc les effets bénéfiques de la musique sur le cerveau étaient déjà connus depuis longtemps, et il y avait une étude là, en 1980 où on montre que quand on met de la musique dans la chambre, les patients ont plus de mouvements de tête, plus de mouvements des yeux. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils allaient investiguer l'impact de la musique préférée des patients avec un vrai temps de discussion avec les proches pour savoir quelle musique mettre et un protocole de musicothérapie où ils avaient après des évaluations d'éveil et en IRM fonctionnel, et ils montraient que lorsque c'était la musique préférée, eh bien, les activations cérébrales étaient plus importantes, avec notamment aussi des activations dans les régions des aires de la mémoire, qu'ils expliquaient par le fait qu'il y a un effet rappel autobiographique qui s'ajoute à l'effet déjà stimulant de la musique. Cette équipe a présenté un protocole randomisé contrôlé assez intéressant sur les stimulations auditives familières. Ils ont fait une étude préliminaire où ils partaient du constat que lorsque on lit une histoire à un patient qui a des troubles de conscience par un lecteur lambda, eh bien les activations cérébrales sont moins fortes que quand c'est un membre de la famille avec une voix familière qui raconte l'histoire. Donc ils ont demandé à des proches de s'impliquer avec des histoires de 5 minutes qui... ils ont enregistré les proches en fait pendant qu'ils racontaient des histoires avec des éléments autobiographiques mémorables, et puis ces histoires étaient enregistrées et diffusées dans la chambre du patient 4 fois par jour pendant 6 semaines. Donc 15 patients, vous voyez qu'à chaque fois c'est quand même des tout petits effectifs, des patients traumatisés crâniens. Donc contrôlés avec un groupe contrôle où il y avait exactement le même temps de silence. Dans le groupe interventionnel, il y a un meilleur éveil, sans toutefois modification du niveau global de l'éveil, mais sur les sous-scores, il y avait une amélioration significative, et aussi sur les évaluations en IRM fonctionnelle, eh bien, des activations dans les aires du langage qui étaient plus importantes dans le groupe interventionnel que dans le groupe contrôle. Autre étude originale, il faisait faire des sorties extérieures aux patients. Alors, c'est quelque chose qui est assez
connu, hein, l'environnement, surtout dans les populations pédiatriques, ça se fait beaucoup, la nature est en soi un environnement multisensoriel. Et donc là, ils allaient sortir les patients avec un protocole de stimulation sensorielle qui était fait en intérieur et versus exactement le même en extérieur, dans le jardin de l'hôpital. Et puis les patients ont été scorés avec des échelles d'évaluation de l'éveil et aussi filmés et analysés avec une analyse offline des films par des experts pour essayer de détecter des comportements orientés. Et il y avait effectivement plus de comportements intentionnels dans le groupe qui faisait ces stimulations sensorielles à l'extérieur versus celui qui était à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce qui est faisable à la phase initiale. Après, les patients dans les services de MPR, ils vont vraiment entrer dans la phase de travail analytique sur les déficiences motrices, cognitives. Et à ce moment-là, la place des proches, il y a un peu un répit aussi, parce que les patients sont pris en charge dans le service. Une unité de MPR, c'est un peu en soi un environnement enrichi. Et donc, on va suivre les patients avec des entretiens de famille réguliers qui vont être rythmés par les objectifs fonctionnels qu'on a fixés avec eux. Et ça ira de pair avec l'annonce progressive de ce handicap selon les objectifs qu'on atteint, avec bien évidemment un suivi psychologique des proches, avec un temps important qui est le retour, la préparation du retour à domicile, les premières permissions de week-end avec des questions qui vont se poser sur les troubles du comportement, sur la sexualité et la mise en place aussi d'aide humaine, d'aide technique à domicile. C'est toujours un grand chamboulement pour les proches de voir le domicile se transformer avec la mise en place d'accès, d'équipements PMR. Et puis après, les patients vont être en hôpital de jour, chez eux, puis ils viennent, on continue à les voir dans le service, on continue les entretiens en famille avec les proches, et puis l'hospitalisation s'arrête, et c'est le début de leur vie en situation de handicap. Et c'est un moment après où la quantité de soins informels va être assez importante, et on va regarder maintenant la qualité de vie des proches. 3 minutes il me reste ? Parfait, ça va aller. La qualité de vie des proches après ces traumatismes, ces lésions cérébrales graves. On a une série là si on regarde l'étude Paris TBI sur le suivi de traumatisés crâniens, globalement la qualité de vie des proches est moins bonne que celle de la population générale. Et c'était intéressant de remarquer qu'il n'y avait pas de corrélation entre la sévérité initiale du traumatisme et leur qualité de vie. Par contre, des corrélations fortes avec les troubles cognitifs et notamment les troubles des fonctions exécutives et des troubles comportementaux. Même constat dans cette seconde série avec des patients qui, 3 ans après le traumatisme crânien, c'est essentiellement les déficits cognitifs et comportementaux qui vont faire la qualité de vie des patients. Il était intéressant de voir aussi que la qualité de vie des patients et de leurs proches finalement était assez similaire 3 ans après le TC. Donc comment est-ce qu'on va accompagner en pratique clinique ces patients ? Il y a probablement intérêt à mettre en place un dépistage neuropsychologique systématique pour dépister ces troubles du comportement qui sont le principal facteur d'impact de la qualité de vie des proches, et puis aider ces proches à la compréhension des troubles cognitifs et comportementaux, proposer des programmes de soutien. Il existe dans la plupart des unités de MPR qui s'occupent de patients cérébrolésés ces programmes d'aide aux aidants où on va les accompagner dans les stratégies d'adaptation, la coordination des soins, la complexité du monde médico-social, et puis il y a d'intérêt aussi avec les associations de patients, les groupes de pairs, enfin voilà. Globalement, ces programmes d'aide aux aidants, leur efficacité est peu étudiée. Il y a quelques séries qui montrent que
une étude sur 2 était positive environ. Ce qui ressortait, c'est qu'ils sont efficaces quand on va développer des compétences spécifiques pour les proches, que l'approche individualisée semble plus efficace qu'une approche en groupe, qu'il faut prendre en considération les différences culturelles. Il faut que ce soit assez fréquent, mais ça peut être fait en télésoin. Pour terminer, je voulais vous mettre cette étude sur le rôle des changements personnels et sociaux après lésion cérébrale et la satisfaction de vie chez les patients et chez les proches. Et la force de l'identité personnelle est un médiateur fort de la satisfaction de vivre. Le renforcement identitaire des cérébrolésés et de leurs proches, c'est vraiment un enjeu important, et il y a plusieurs possibilités pour nos patients cérébrolésés de se valoriser narcissiquement. Le sport en est une, et à l'approche des Jeux Olympiques, j'ai choisi de vous mettre nos athlètes, parce qu'il y en a certains cérébrolésés qui s'entraînent pour nous ramener des médailles cet été, et j'espère que comme leurs proches, vous les soutiendrez. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse avec cette image d'un film assez juste sur la thématique.